Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur la capacité de changement permanent. C'est notre dernier webinaire de l'année, donc soyez les bienvenus. On va traiter d'un certain nombre de petits sujets aujourd'hui et l'objectif c'est de vous donner quelques clés finalement pour développer votre capacité à changer, soit dans votre équipe, soit dans votre direction, soit dans votre organisation, que ce soit une entreprise ou que ce soit du public. Vous avez en bas de l'écran, petite recommandation technique, vous avez des petits boutons qui vous permettent d'échanger avec nous, soit pour nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, soit pour pouvoir participer éventuellement à nos masterclass ou nos meet-up, et puis également pour demander le support, donc n'hésitez pas. Vous avez le chat également qui est sur votre droite, qu'il faut déplier, dans lequel vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez, et on essaiera, j'essaierai en tout cas, puisque je suis seul aujourd'hui, j'essaierai d'y répondre. Donc n'hésitez pas à le faire, je regarderai un petit œil dessus de temps en temps, et au plus tard, en fin de réunion, on pourra en parler. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, et que vous voyez aussi les slides que je vais vous présenter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas là aussi à envoyer un petit message dans le chat. Damien, qui était au support technique, qui nous écoute, pourra prendre contact avec vous éventuellement s'il y a besoin. Eh bien écoutez, on peut commencer, je pense. Et je voulais commencer, pour introduire le sujet, par cette petite image que j'ai trouvée sur LinkedIn récemment, qui m'a fait beaucoup rire et qui reflète en fait beaucoup ce que on pense chez Changeable. C'est que ces sujets de change management, qui est finalement né alors qu'il ne devait pas forcément naître, et puis d'agilité, sont morts, dans le sens où ce qui était prévu comme étant d'abord un état d'esprit pour pouvoir adresser les changements est devenu quelque chose d'assez processé, d'assez rigide, et tout l'inverse finalement de ce que c'est. Mais la volonté était évidemment là pour pouvoir développer cette capacité à changer des équipes, des organisations. Peut-être pour vous parler rapidement de Changeable, on a 7 propositions de valeur. On existe depuis déjà 12 ans, un peu plus de 12 ans maintenant. Donc on a construit un certain nombre d'offres de services pour apporter de la valeur chez nos clients. Le premier, c'est donc travailler la fertilisation de la collaboration. Il n'y a pas grand-chose qui se fait dans les organisations, quelles qu'elles soient, s'il n'y a pas de collaboration, et on voit qu'il y a quand même des sujets de déficit parfois sur ce thème-là. Donc on a créé des produits spécifiques. Inspirer vos leaders, ça paraît absolument indispensable, surtout dans des périodes de changement qui sont importantes comme celles que nous vivons aujourd'hui. Réussir les projets de transformation culturelle, ça aussi, c'est fort d'actualité. Et ce sont des projets qui sont vraiment particuliers, et donc qui ont besoin d'être pilotés, d'être managés de manière un petit peu particulière. C'est une expertise qu'on a développée, donc on vous propose. Travailler également à l'émergence de votre culture du 21e siècle. Ça fait déjà plus d'un quart de siècle qu'on est au 21e siècle. Or, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'organisations qui sont encore au 20e. Dans leur façon de concevoir le travail, concevoir les relations avec leurs clients, leurs partenaires, etc. Et puis, certaines ont déjà bien avancé, mais ont besoin d'imaginer plus la suite pour pouvoir se projeter et se préparer pour la suite, puisque évidemment, vous le vivez, ça change très vite. On intervient également comme speaker dans des conférences, dans des séminaires, etc. pour nos clients. Et puis, on met également à la disposition de nos clients un certain nombre, l'ensemble de nos séminaires et ateliers, en fait, pour pouvoir augmenter l'impact de leurs initiatives. Donc c'est des ateliers à la carte. Et puis on a également un pan de transformation individuelle que nous adressons, avec principalement des activités de coaching ou d'accompagnement. Voilà, rapidement cette petite présentation de Changeable. Nous avons 12 ans, je vous le disais, un peu plus de 12 ans.
Je vous ai mis en haut à droite quelques références que nous sommes heureux de pouvoir communiquer, que nous avons des clients avec qui nous avons travaillé, avec lesquels nous travaillons toujours pour certains aujourd'hui. Et puis quelques éléments de chiffres. Voilà, on intervient sur des organisations entre 3 et plus de 10 000 collaborateurs. Et puis un certain nombre d'équipes, plus de 300 équipes accompagnées, voilà. Et puis surtout une communauté d'une quarantaine de membres. Notre communauté, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous permet d'être multiples, d'être pluriels, avec toujours cette idée de faire partie de la solution plutôt qu'entretenir le problème. Ça paraît rien en le disant, mais c'est quand même voilà, un marqueur très très fort de nos missions, de nos accompagnements, des propositions que nous pouvons faire. Et puis un ADN qui est là pour challenger, questionner, créer du sens, proposer des autres regards, et puis écrire, vous aider à écrire une nouvelle histoire, en tout cas différente de celle d'hier. Voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur changeable.fr et puis sinon, vous pouvez également utiliser votre téléphone avec le petit QR code qui est là. Alors, est-ce que, je regarde le chat, il n'y a pas de remarques particulières, vous semblez tous m'entendre bien, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi parler d'un tel thème, capacité à changer? Tout d'abord parce que, vous l'aurez remarqué, dans un certain nombre d'organisations et peut-être les vôtres, changer c'est pas si facile que ça. Et donc, il y a la question de comment on peut faire pour changer un peu mieux, changer un peu plus vite, changer un peu plus durable. Le deuxième aspect, c'est que le changement, il est permanent. On l'a un peu oublié au XXe siècle, en croyant que on pouvait figer les choses. En fait, non. Et puis, il y a une autre élément, c'est que la marge entre, comme ça change tous les jours, et la marge entre 2 jours, finalement, est de plus en plus haute. Il y a les questions économiques, de productivité, de réduction de coûts, etc., que vous connaissez parfaitement. Les sujets de marché également, avec des nouveaux compétiteurs, avec de la volatilité client, excusez-moi. Il y a la volatilité également de personnel ou la rareté de compétences. On a également des sujets environnementaux, sociaux et environnementaux, avec toujours pas forcément les bonnes questions, mais néanmoins des réponses sur le sujet carbone, par exemple, produire moins de carbone en produisant plus ou meilleure qualité, etc. Utiliser des produits plus durables ou produire des produits plus durables, plus recyclables, utiliser plus de matières recyclables également dans nos produits, etc., etc. Il y a la technologie, bien sûr. Je disais ce week-end que la France avait du retard dans l'adoption de l'intelligence artificielle générative. C'est dommage, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant à utiliser, sur lequel je trouve l'esprit français pourrait être vraiment très en avance, etc., etc. Bon, il y a plein d'aspects. Et puis, c'était mon deuxième point. Troisième point, on échange beaucoup avec nos clients, nos prospects sur les questions d'engagement, d'état d'esprit des équipes, voire même du management, des silos, des problèmes de cohésion, du rôle des managers, du besoin de leader, de libérer la créativité aussi, libérer l'esprit, la prise d'initiative, etc. Et bref, finalement, tout ça, ce sont des sujets qui sont des bons ingrédients finalement pour encourager le changement, pour accélérer ce changement, ou simplement pour le permettre. Et toujours, il y a cette question qui revient, c'est quoi la bonne recette? Et puis, chez certains clients, on a aussi, est-ce que j'ai bien tous les ingrédients? Donc, comment voulez-vous changer s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de prise d'initiative, s'il n'y a pas de sentiment de liberté, de capacité à imaginer ce que pourrait être le futur? Évidemment, c'est compliqué. Donc, développer sa capacité à changer, c'est évidemment un enjeu fort pour beaucoup d'entreprises. Récemment, enfin, il y a quelques mois, il y avait le DRH de Michelin qui le rappelait dans une tribune, dans un journal économique. Et donc, voilà, c'est un sujet qui est évidemment extrêmement fort à développer. Voilà, si vous avez des questions, je pense pas, je vois pas, très bien. Ça paraît assez évident pour tout le monde. Et moi, j'aime bien cette image parce que des fois, on arrive chez des clients et on a vraiment l'impression de se dire: «Oh là là, il va falloir faire pousser des plantes sur des cailloux».
ou du moins on comprend que c'est l'image qu'ont certains de nos clients ou certains de nos prospects finalement en tête lorsque on leur parle de changement. Alors qu'il y a des solutions, on peut apprendre à changer. Évidemment, nous on a beaucoup travaillé chez ChangeUp sur cette question pour développer des approches qui sont plutôt gagnantes. Et ce webinaire, ça sera une manière de les partager en fait avec vous, et puis d'inviter ceux qui sont intéressés à nous contacter pour aller plus loin et échanger ensemble de manière plus approfondie. Quelques exemples peut-être. Un de nos clients, Valeo par exemple aujourd'hui, nous avait appelé un jour pour nous dire voilà, j'ai un problème dans une usine pour faire du transfert de compétences entre les collaborateurs, problème de formation interne, pas de partage de savoir-faire, etc. Et donc évidemment, voilà, quand on est allé faire un tour dans l'usine pour rencontrer les collaborateurs, etc., on a vu que l'ambiance était pas mauvaise, mais elle n'était pas spécialement bonne non plus, avec des collaborateurs qui n'avaient pas très envie en fait de travailler ensemble, de partager, etc., pour différentes raisons. Et puis 4 mois après, voilà, on fait un point avec le directeur de l'usine et il nous dit en fait, il y a des équipes qui demandent maintenant à passer en CODIR pour présenter les initiatives qu'elles ont prises, les résultats également de certaines prises d'initiatives, des idées qu'ils ont pour la suite, pour aller plus loin, etc. Elles sont en train de préparer des formations, il y a des transferts de connaissances qui sont en train de se mettre en place, voire qui ont été déjà réalisés. Et puis surtout, le taux de production de l'usine en fait est monté en flèche. Et ça, c'est 4 mois. Vous voyez, donc c'est assez court. Donc non seulement c'est possible, mais ça peut être rapide dans la mesure où on va travailler ajuster les petits sujets qui ont besoin d'être réglés. Alors qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 4 mois? Il y a checker évidemment qu'il y avait les différents ingrédients, checker qu'il y avait de la levure, et puis on a créé les conditions pour que la pâte monte, pour que le gâteau puisse monter. On va faire un webinaire spécialement sur cette expérience-là avec Valeo. On est en train d'ajuster les dates, etc. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous invite. Ça ne sera pas sur Webikeo. Un autre exemple, plutôt dans le domaine de l'assurance, où un client nous a contacté pour faire monter en puissance son équipe de responsables de projets stratégiques, du plan stratégique, pour les faire monter en compétence sur leur capacité à changer. Ils doivent incarner le changement puisque leurs projets vont changer considérablement l'entreprise. Et donc, quelles actions, quelle dynamique en fait on va mettre en place, on va initier en fait pour que eux soi-même incarnent finalement ce changement et puissent le porter, le diffuser, etc. Donc, un vrai leader finalement de changement. Voilà. Et donc, la question finalement un peu d'aujourd'hui, c'est si je suis en charge d'un changement, quelle que soit sa taille, son importance finalement dans l'entreprise, comment je peux favoriser en fait la capacité à changer de mon équipe d'abord, ou des équipes? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, des accélérateurs, etc. Donc c'est un sujet qui est très vaste. Néanmoins, on a décidé de faire 5 points en fait. 5 clés qui sont soit des accélérateurs, soit des pièges à éviter, sur lesquels on souhaitait pouvoir échanger avec vous. Sentez-vous libre de partager avec nous l'ensemble des éléments qui pourraient éventuellement soit des remarques, soit des questions, etc. Alors David dans le chat nous dit voilà, frein au changement assez fort, équilibre vie professionnelle, vie professionnelle et personnelle, les changements envisagés peuvent perturber cet équilibre dans le personnel, des angoisses, des peurs, etc. Mais tout à fait. On a récemment fait un séminaire dans une organisation publique qui engageait un certain nombre de transformations assez fortes. Et le thème du séminaire qu'on avait défini avec le directeur, c'était la peur. C'était exactement ça. Comment on peut travailler cette question de la peur quand on est soi-même un leader de changement et qu'on doit gérer sa propre peur, et travailler également la peur des collaborateurs qui vont réaliser ce changement. Donc c'est en effet un frein très très fort. Moi j'aime beaucoup à dire, et c'était un peu le sens de la petite image amusante que je vous ai donnée avec le changement, le change management est mort et l'agilité est morte, c'est qu'il n'y a pas de changement sans
ajustements de la culture. C'est pas possible, hein. Et donc, tant que vous ne changez pas la culture, tant que vous ne la touchez pas, l'ajustez pas, la corrigez pas, et donc ça concerne évidemment les sujets d'équilibre vie professionnelle, vie perso, etc. Les sujets de peur et donc d'imagination, projection, etc. dans l'avenir et autres. En fait, on peut pas vraiment changer, les conditions ne sont pas là. Donc, tout à fait. Merci David. Premier des petits points que je voulais partager avec vous, et ça rejoint le point de David, l'équilibre du système immunitaire. Qu'est-ce que c'est un système immunitaire? Vous connaissez, c'est si on injecte un corps étranger dans mon corps, je vais me faire vacciner dans pas longtemps d'ailleurs, mon corps va tout faire pour lutter contre ce corps étranger et le tuer. Le mot est peser. Donc imaginez avec un changement dans une organisation. Il se passe rigoureusement la même démarche. Et même si j'apporte quelque chose qui va être très utile, exemple, vous plantez des cailloux, hein, vos équipes plantent des cailloux avec une pierre et vous leur apportez un marteau. Vous avez des gens qui vont vous dire non, moi je préfère encore le caillou. Et si vous arrivez à faire en sorte que tout le monde utilise le caillou, si un jour vous arrivez avec un pistolet à clous, là, qui plante des clous tout seul, alors il y a des gens qui vous disent non, c'est beaucoup mieux avec le marteau. Donc il y a cette résistance qui s'incarne et que nous on appelle le système immunitaire, qui se met en place dès lors que vous faites une modification. C'est assez naturel, c'est fait pour se protéger, pour protéger l'organisation, donc il faut pas l'éliminer, au contraire, il faut pouvoir l'entretenir, mais il faut pouvoir faire en sorte que ce système immunitaire protège et ne soit pas un bloquant surtout. Et donc rééquilibrer le système immunitaire, ça paraît dans beaucoup d'entreprises absolument nécessaire. Pas de taux de puissance, en tout cas, de ce système immunitaire. Comment on peut travailler là-dessus? Alors bon, le concept, vous l'avez compris, l'importance aussi. Comment on peut travailler là-dessus? La première chose, c'est évidemment rendre conscient en fait le système immunitaire. On intervient parfois dans des CODIR où on va travailler en fait cette question-là. Parce que même dans le CODIR, ils n'ont pas conscientisé, ou s'ils l'ont conscientisé, ils ne l'ont pas verbalisé entre eux, et donc ça va être un moment assez intéressant de partage sur son existence, comment il se manifeste, et comment je peux agir dessus. Si j'écoute pas, ou si je suis pas capable d'écouter comment il se manifeste, ou de le reconnaître, difficile d'agir dessus. Donc, le rendre conscient. Deuxième chose qui est extrêmement importante, on le voit notamment dans les équipes, c'est cette dynamique de collaboration. Tant qu'il n'y a pas de dynamique de collaboration, j'en parlais encore tout à l'heure, c'est compliqué. La dynamique de collaboration, elle se base sur la communication, la confiance qu'on va pouvoir élaborer ensemble, et notre capacité à nous projeter dans le futur. Et une équipe, une belle équipe, une équipe performante, c'est une équipe qui a une caractéristique particulière qui est la résilience. Et donc, on est capable à la fois de prendre des risques et en même temps d'être résilient si jamais on prend un but, si jamais il y a un échec. Et donc, s'il n'y a pas cette dynamique-là, très très compliqué de changer, très très compliqué, voire même impossible pour certaines. J'ai vu dans certains cas des blocages vraiment sans possibilité d'agir. Donc là, la dynamique d'équipe, de collaboration, c'est extrêmement important. On a développé un modèle qui s'appelle Collaborer Plus, qui permet de donner à des managers, à des leaders, la capacité à lire, identifier où est-ce qu'ils en sont dans leur dynamique de collaboration, donner un certain nombre de pistes sur sur quoi je dois agir pour pouvoir développer cette collaboration, et évidemment l'entretenir et en faire le suivi derrière. Un autre élément, c'est l'intelligence émotionnelle. David parlait de la peur. La peur, c'est une émotion. Elle est présente partout dans nos vies. C'est quelque chose qui est utile. Il ne faut pas dire que c'est mauvais. La peur est utile. C'est ce qui nous maintient en vie. Donc merci la peur, mais là aussi il ne faut pas que elle soit toute puissante, c'est pas elle qui commande. Donc cette intelligence émotionnelle, individuelle et collective, elle est également très importante pour qu'on puisse aborder ces sujets. Dans beaucoup d'entreprises, j'entends encore des personnes qui disent « Ah non, mais moi je ne parle pas des émotions parce que ça ne fait pas partie du boulot ». Mais bien sûr que si, ça fait partie du boulot, c'est même l'essence de la vie. Donc il n'y a pas... Voilà. Mais il faut pouvoir traiter cette objection-là, en tout cas, pour pouvoir aborder ces questions-là, et donc les gênes, et donc les difficultés, parce que la peur, c'est une chose, mais il y a l'angoisse, il y a le stress, il y a
éventuellement la colère, etc. Il y a tout un tas de trucs, d'émotions qui peuvent être présentes. Et puis pour parler de tous ces sujets, évidemment, se fermer aux conversations inconfortables, c'est utile parce que on peut parler de choses qui sont très inconfortables en restant très serein et en avançant. C'est le propre de nos métiers. Voilà, donc qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On sécurise, on met en mouvement, on redonne le choix de l'agir, la capacité à agir. Et ce qui est important, c'est que ce sont des actions évidemment à engager chez les leaders, chez les managers et les dirigeants. Les premiers freins au changement, c'est ceux qui les initient, les dirigeants. Il faut le savoir. Donc il faut aussi pouvoir agir dessus. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ou des remarques. Ou si ça vous plaît, vous pouvez me le dire aussi, c'est toujours agréable. Deuxième chose sur laquelle je voulais parler, de l'échec. Là aussi, dès que je fais un pas, changer, c'est prendre le risque d'échouer. Donc évidemment, l'échec, c'est quelque chose qui est vécu de manière assez différente selon les personnes, mais dans la culture, souvent des organisations, en tout cas la culture française, c'est quelque chose qui n'est pas très très bien vu. On n'en parle pas, on ne veut pas en parler, etc. Alors que on a tous échoué, on continuera tous à échouer. C'est même notre mode d'apprentissage favori. Je crois que les enfants tombent environ 2000 fois avant de savoir marcher. Je crois que c'est dans cet ordre d'idée. C'est un bon exemple. Voilà. Donc il y a vraiment cette thématique qui est abordée très très fort. Moi, quand je parle de cet exemple-là, j'aime bien parler de la personne qui est en train d'apprendre à nager, qui est au bord de la piscine et à qui on dit tiens, allez hop, saute dans l'eau maintenant et montre-nous ce que tu sais faire. Est-ce que vous pensez que la personne elle a peur de faire un mauvais mouvement de brasse ou est-ce qu'elle a peur de se noyer? Voilà. Elle a souvent peur de se noyer, en fait. Et donc, la peur de se noyer, c'est l'échec. Et l'erreur, souvent, on parle de droit à l'erreur, c'est gentillet, c'est sympa, c'est bienveillant, c'est protecteur. Voilà, ça permet d'aborder le sujet sans trop. Voilà. Mais le vrai sujet, c'est l'échec, c'est pas l'erreur. Donc, quand on parle de la performance, évidemment, avec des dirigeants qui peuvent parfois dire non, mais il faut réussir et du premier coup, bon, très bien. Alors, dans certains cas, quand on met des fusées, etc., en effet, on n'a pas tellement le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'échec. Mais cependant, il est toujours présent et donc il faut qu'on puisse l'adresser. Donc, qu'est-ce que... on a compris l'importance en tout cas. Comment on peut agir dessus? Première chose, je reviens sur la dynamique d'équipe. Là encore, c'est absolument fabuleux. L'effet est immédiat, en tout cas avec la démarche que nous on utilise. Les résultats de nos clients sont remarqués et remarquables. La deuxième chose qui est à travailler aussi, c'est la culture. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, si vous changez, que vous n'ajustez pas votre culture, et vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté pour réussir votre changement. Surtout s'il s'agit de changements stratégiques, de transformation stratégique. Donc la culture, en effet, corporate, culture d'entreprise ou d'organisation, tout ce qui concerne la sanction, tout ce qui concerne les croyances, les valeurs, ce sont des choses, en effet, qu'il va falloir aller revisiter et pouvoir travailler de manière à pouvoir offrir des nouvelles perspectives, ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles fenêtres et donner une autre visibilité, un autre horizon finalement à vos équipes. La question de l'échec, moi j'aime bien parler de valorisation de l'échec, ça fait bondir certains, tant mieux. Ça les fait bouger, ça les fait réfléchir. Moi j'aimerais quand même rappeler une chose, c'est qu'on connaît tous les process d'innovation, que ce soit du sprint design, du design thinking, du lean management, etc. Il y a quand même une dominante, un dénominateur, c'est que tout ça, ça vise à échouer le plus vite possible, le moins cher possible, pour pouvoir rebondir derrière. Mais ça vise à échouer. Et donc, et à prendre acte en fait de l'échec. Donc, il y a une valorisation de cet échec qui est extrêmement importante. Tant qu'on verra l'échec comme quelque chose de la boule puante dont on n'a pas envie de parler,
il ne faudra pas s'étonner que les gens, s'ils n'ont pas les conditions pour pouvoir parler, le taisent et le vivent intérieurement et du coup que ça joue sur le désengagement, la démotivation, la non-envie de collaborer et la fuite vers d'autres organisations à la culture beaucoup plus permissive, beaucoup plus progressiste, beaucoup plus visionnaire. Donc ça, c'est un élément qui est important et ça, c'est vraiment au leader de porter ça, évidemment. Ensuite, je reviens sur l'intelligence émotionnelle. L'échec, ça nous touche émotionnellement, de manière différente. On a tous été confrontés à l'échec et ça nous touche profondément parfois. Je me souviens d'un séminaire que j'avais organisé sur la question de l'échec avec une banque. Et donc, j'avais des managers dans l'auditoire. Et quand on a commencé à travailler ce sujet-là, il y a une personne qui a levé la main et qui m'a dit Serge, je t'avais proposé éventuellement qu'on se retire de l'atelier si on sentait que ça allait pas. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Parce que de simplement parler de l'échec avec ses collègues, etc., ça a remué tellement d'émotions qu'en fait, la personne ne pouvait plus en fait, être présente. C'était plus possible de travailler, plus possible d'avancer. Et il faut être évidemment très protecteur avec ces personnes-là. Avec tous d'ailleurs, hein, mais notamment avec des personnes qui manifestent ça, parce que, en tout cas, ça illustre qu'il y a besoin de travailler en fait et de décharger ces questions émotionnelles. C'est pas forcément le lieu de l'entreprise. Il y a des thérapeutes pour ça, il y a des coachs également qui peuvent jouer ces aspects-là. Mais voilà, si on n'a pas en tout cas la capacité à comprendre quelles sont les émotions, à les nommer et ensuite à les laisser s'exprimer dans un cadre plus ou moins protégé, plus que moins d'ailleurs, en fait c'est compliqué. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Vous libérez de l'énergie, c'est énorme, l'énergie qui se dégage après des ateliers ou des séminaires qui portent sur ces aspects. On va sécuriser aussi parce que du coup, on a le droit d'être soi-même, on a le droit d'être humain finalement dans l'organisation et ça fait du bien et ça donne envie de s'y investir. Et puis, on met en mouvement, évidemment, et on supprime des climats malsains. La culture de l'évitement qu'on peut trouver dans certaines organisations, je ne vais pas les nommer, on en a connu un certain nombre dans la carrière de Changeable, c'est lourd. Et ça a besoin que d'une chose, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte. C'est notre rôle de le faire de manière sécurisée, de manière de le faire proprement pour que les gens puissent reprendre confiance, puis recommencer à parler, puissent recommencer finalement à vivre en étant à leur boulot et à donner le maximum d'eux-mêmes tout en vivant bien. Et donc, quand on parlait d'équilibre vie perso, vie pro, en fait, il est déjà là, en fait. Avant même de parler de la question du temps de travail, il est déjà là, d'être soi-même dans son job. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, des remarques, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Allez-y, c'est le moment. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez connu des choses comme ça? Est-ce que vous avez des exemples également à partager? Pendant ce temps-là, j'avance un peu. La question de la créativité est évidemment fondamentale. C'est que... Et alors, d'ailleurs, si je vous dis, trouvez-moi le maximum d'idées à la question « Qu'est-ce qui est rouge et qui vole ?» et que je vous donne 1 minute. Tous là, qui êtes présents, vous allez probablement me trouver entre 20 et 30 réponses. Puis, je vais vous dire, écoutez, je vais vous redonner 1 minute avec la même question. Et là, vous allez me trouver 30, 40, parfois 50 réponses à cette question. Vous voyez, donc, j'aime bien cet exemple parce qu'en fait, il illustre que c'est une question d'entraînement. La créativité, c'est un process et c'est de l'entraînement. Il y a des gens, c'est le lieu commun, à chaque fois qu'on organise soit une séquence de créativité, soit une formation, soit un séminaire qui parle de créativité, il y a des gens qui viennent nous répondre, nous parler au début en disant soyez vigiles, soyez indulgents parce qu'on n'est pas très créatif. Mais bien sûr que si, vous l'êtes. La question, c'est que vous n'êtes pas forcément entraîné, vous n'êtes pas confronté en fait à cet entraînement régulièrement. Nous, on va vous permettre de le mettre en place et puis surtout de faire en sorte que vous puissiez vous-même ensuite l'entretenir en fait, et développer ça. C'est comme un muscle. Donc, changer, en effet, c'est créer.
l'importance, vous la touchez, hein, évidemment, c'est que si on ne croit pas en sa capacité créative, c'est difficile d'imaginer qu'on va sortir d'un changement par le haut. Hein, et donc, évidemment, il faut agir là-dessus. Comment ? Créer les conditions de la créativité tout d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire ? La créativité, c'est un process qui peut être mis en place dans une atmosphère, dans un environnement, dans un contexte particulier, où j'ai le droit de dire des choses, même des bêtises. J'ai le droit de pouvoir utiliser mon imagination, des histoires, du biomimétisme, voilà, des comparaisons. J'ai une toute liberté en fait là-dedans. Dans un cadre précis qui est le cadre de soyons créatifs pour créer notre nouveau produit, pour imaginer notre nouveau bureau, pour imaginer comment on pourrait travailler ensemble, etc. Voilà. Un cadre par contre qui doit être fixe. Mais une grande liberté dans ce cadre. S'il n'y a pas ces conditions, c'est difficile de faire de la créativité, voire impossible. Ou alors on a les mêmes idées que celles qu'on aurait eues sans faire de séance de créativité. Hein, donc ça n'a aucun intérêt. Donc il y a une compétence qui est importante de savoir susciter cette créativité pour créer les conditions et ensuite mettre en place le processus. Ça, on fait par exemple, nous on forme des personnes qui vont prendre ce rôle dans des équipes. C'est pas forcément le manager, c'est pas forcément un leader. Voilà, c'est une des personnes de l'équipe qui est intéressée en tout cas par le sujet et qui va pouvoir développer en fait ses capacités pour pouvoir ses compétences pour pouvoir jouer ce rôle-là en tout cas pour l'équipe, fondamental. Hein. Et qui obtient également, parce que c'est la chose qui est indispensable, qui obtient également du leader, du manager, le modus operandi pour que ça soit lui qui prenne le contrôle à un moment dans les séances de créativité. Le manager ne peut pas rester manager au moment de la créativité, c'est compliqué. Ensuite, il y a la question de l'imagination et de l'exploration. Vous savez que le management, c'est à la fois l'exploitation et l'exploration. Le XXe siècle a montré que le management était très fort pour exploiter, encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on est dans un changement qui est extrêmement... avec un rythme très fort, on a besoin d'aller chercher de l'exploration. Or, c'est très compliqué d'avoir à la fois la même personne qui exploite et qui explore en même temps. Imaginez, vous êtes manager ou leader et vous faites les deux en même temps. Voilà. Si vous êtes bon et que vous avez déjà été entraîné sur ces choses-là, oui, c'est possible. Mais au début, vous aurez l'impression d'être schizophrène. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'exploration se fait assez peu. Mais explorer, c'est oser aller sortir de son jardin, aller dans le bois, aller regarder ce qui s'y passe, comment les autres utilisent, comment les autres font, etc. Se faire perturber par des questions voilà, qui sont incongrues, qui nous paraissent absurdes, etc. Et se dire, tiens, mais en fait, qu'est-ce que ça peut... Et si on se basait quand même sur ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Imaginons comment on pourrait travailler, comment on pourrait servir nos clients, comment on pourrait travailler avec nos fournisseurs, etc. Ou tous ensemble. Voilà. Donc ça, c'est fondamental, développer l'imagination. Moi, je me souviens d'un codir, par exemple, où que je coachais dans le cadre d'une transformation et on avait fait plusieurs petits groupes dans ce codir et puis je leur avais demandé, imaginez-moi quel est le super-héros de votre entreprise après qu'on ait terminé la transformation. Voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un groupe qui a imaginé vraiment un super-héros génial avec il était empathique, en même temps il était très fin parce qu'il était capable d'identifier tout de suite là où il y avait des dysfonctionnements qui pouvaient opérer, et puis en même temps il avait une écoute fantastique auprès de ses collaborateurs et de ses clients, etc. Voilà. Et en fait, c'était assez génial parce que simplement en imaginant ça, ils ont plus ou moins drafté le plan finalement de changement sur la dimension culturelle qu'ils voulaient réaliser, parallèlement à leur transformation technique. Donc c'est des outils très puissants. Et il est utile d'utiliser des personnes extérieures, en l'occurrence pour ça. Après, il y a une question de consistance, c'est-à-dire que c'est bien de faire une action sur la créativité à un moment donné, mais ça sert à rien.
s'il n'y a pas d'entretien, s'il n'y a pas à un moment un usage régulier, des sollicitations régulières de ces compétences, en fait, voilà, c'est comme si je faisais un footing au mois de janvier, puis qu'au mois de septembre, je me dis tiens, je vais faire le marathon. En fait, évidemment, ça ne marche pas. Il y a aucun, voilà, il faut de l'entraînement. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que vous gagnez? Vous mettez en confiance. Vous mettez énormément en confiance. Quand je sais que j'ai une capacité créative, parce que peut-être que moi je suis pas hyper créatif, mais que mes collègues sont hyper créatifs, ça soude l'équipe et on se dit ensemble, on va pouvoir aller très 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 loin, aller très très fort. On accroît la résilience, bien entendu, parce que si jamais il se passe quelque chose, c'est pas grave. On va trouver des idées, il n'y a pas de problème. Réagir positivement aussi par rapport, on réduit, là ça rejoint le système immunitaire, c'est qu'on réduit un peu la force du système immunitaire, dans le sens où il y a un changement, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est pas la fin du monde, pas de problème. Et puis on amène cette question du change for good, c'est quand on sait qu'on a des capacités créatives, on sait qu'on va être capable de créer quelque chose qui va être bon pour nous, bon pour nos clients, bon pour l'entreprise. Et donc on a cette confiance, ce sentiment de puissance finalement. Voilà, j'en ai fini pour le troisième point déjà. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Est-ce que vous le faites, vous? Comment vous entraînez sur la créativité? M'intéresse de savoir ça. Bon, apprendre à collaborer, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Je ne sais pas combien d'entreprises je suis intervenu depuis le début de Changeable, mais c'est quand même assez fort. Et à chaque fois, il y a toujours un sujet de collaboration. C'est très français, j'ai envie de dire. On le trouve beaucoup moins dans les entreprises aux États-Unis, par exemple, où j'ai pu travailler un peu. Français ou européen, il y a vraiment un sujet. Voilà. Bon, voilà, c'est comme je vous disais, en fait, s'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de changement. Donc, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Comment on peut agir sur cette collaboration? Il faut apprendre à collaborer. Moi, je crois que la solution se résume à ça. Et collaborer, c'est un ensemble de choses que nous, on a essayé de regrouper. Donc, je parlais du modèle Collaborer Plus. On a essayé de le regrouper dans ce modèle pour donner toutes les clés, finalement, à un leader, un manager, pour pouvoir développer la collaboration dans son équipe ou dans son entreprise, ou dans sa BU. Tout dépend. Et ça marche. Et donc, ça se base, je vous ai mis quelques exemples, quelques axes. Il y a un axe, évidemment, être ensemble. Être ensemble, c'est travailler la communication, comment on se parle, comment on se tait, surtout, comment on s'écoute, comment on va pouvoir, du coup, créer la confiance grâce à cela. Comment on va pouvoir créer des réflexes de communication rapide dans l'équipe, etc. Un deuxième aspect qui est très fort, qu'on nous parle, c'est décider ensemble. Voilà. Il y a plusieurs modes de décision. Si on n'est pas capable de décider ensemble, c'est-à-dire en mode collaboratif, c'est quand même gênant. Il ne s'agit pas de remplacer les modes de décision actuels, mais plutôt de compléter la palette en fait, des leaders sur cette question-là. Ensuite, il y a la question de s'ajouter ensemble. Toutes les équipes butent sur des questions de tension, de conflits, quand les tensions ne sont pas gérées correctement, et parfois même qui empirent en affrontement. L'équipe doit être capable d'agir et de traiter la tension dès qu'elle apparaît. Parfois, c'est nécessaire qu'elle s'envenime jusqu'au conflit, ok, donc très bien, mais quand elle est entraînée, en fait, elle peut agir dès la tension. Et ça s'acquiert, évidemment, ça s'apprend, et c'est indispensable. Si vous voulez des équipes performantes, si vous avez des équipes qui sont capables de changer, qui ne vont pas exploser en vol, il faut falloir travailler ces aspects-là. Et éviter la culture de l'évitement, si je puis dire, parce que c'est indispensable. Or, on voit bien que même sur des démarrages parfois de réunions, en fait, les conditions ne sont pas là. Il n'y a pas la connaissance, en tout cas, sur ces aspects-là. Combien de réunions débutent, par exemple, alors qu'il y a Jeanne qui est en train de texter à son mari qu'en fait, elle ne pourra pas aller chercher les enfants le soir. On a Arthur qui est en train de chercher une prise pour brancher son ordinateur, etc. Et puis, on a un troisième larron ou un quatrième larron qui arrive avec 3 minutes de retard, qui dit « excusez-moi, la réunion était
précédente, c'est prolongé. Est-ce que les conditions sont réunies pour commencer à bosser? Non, évidemment non. Donc voilà, rien que sur ça, sur cette première partie de réunion qui est l'inclusion, en fait, il n'y a pas. Et donc, il faut vraiment apprendre. Et c'est possible. Et ça va vite. Qu'est-ce que vous gagnez? Renforcer la confiance, la satisfaction, susciter l'engagement, oui, et la fidélité. On quitte un manager, on quitte rarement une équipe quand ça se passe bien. Ça permet de susciter évidemment la question de la prise d'initiative, la prise de responsabilité, etc. C'est très fort, on nous l'observe très souvent auprès de nos clients, auprès desquels on met en place nos démarches. Et puis, ça invite également au développement personnel parce que voilà, on arrive tous avec nos bagages, etc. On a tous nos limites, on a tous nos difficultés, mais quand on voit qu'il y a une équipe voilà, qui fonctionne, qui nous inclut, avec qui on a envie de s'investir, et qu'on a des trucs qui accrochent un peu, voilà, on est plus incité à aller faire du développement personnel. Et au service de la personne et au service de l'équipe, in fine, du client et de l'entreprise, bien sûr. Tout va bien? David, encore, oui, établir des règles de communication. Oui, alors oui, des règles, oui, on peut en mettre. C'est indispensable, vous avez raison, afin de sécuriser la prise de parole. Et puis, mise en place de brise-glace. Oui, alors les brise-glaces sont intéressants. Moi, je préfère parler plutôt d'inclusion, c'est-à-dire que je ne peux commencer à travailler que si je suis rassuré que les personnes vont m'écouter, que les personnes sont bien pour pouvoir travailler, réfléchir, et qu'elles vont être focusées sur notre thématique du jour. Donc c'est assez fondamental. Et les règles, en effet, c'est indispensable, ouais. Bienveillance, etc. La liberté, la confiance, et les barrières pour que tout le groupe soit en situation de pouvoir réguler si jamais il y a quelqu'un qui dépasse ses règles. 100% d'accord, David. Dernier point. Il m'apparaît toujours surprenant que les projets se terminent avec la mise en place de la solution technique. C'est un problème. C'est un problème, il ne faut pas faire ça. Si on veut diffuser une transformation, je vous l'ai dit tout à l'heure, la transformation, c'est à la fois un sujet technique et c'est aussi un sujet culturel. Quand on diffuse une innovation, en fait, il n'y a pas 100% des gens qui disent « Ouais, génial, etc. » Alors, je reprends l'exemple de la pierre et du marteau de tout à l'heure pour planter des clous. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que 100% des gens vous disent « Ah, mais c'est génial, un marteau, merci beaucoup. » Voilà. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah ben non, mais avec un caillou, c'est mieux. » Très bien. Donc, ça illustre qu'on doit concevoir son intervention stratégique, son projet stratégique, son changement, comme étant une diffusion et qui va bien au-delà de la question de la mise en place technique. C'est pas une question de budget, parce que vous allez, en général, moi je vois beaucoup de clients qui mettent beaucoup de budget sur des activités qui n'ont aucun sens sur la dimension conduite du changement, parce qu'elles sont pendant le projet. Il s'agit de réorienter ce budget en fait et de le mettre, de le lisser un peu plus après la mise en place technique. Parce que c'est là que ça se joue, c'est là que ça se rejette, c'est là qu'on rejette des outils, on rejette des solutions. Et j'en ai vécu aussi, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, vous comprenez bien le sujet. Comment on agit dessus? Alors, plusieurs façons. Déjà, je pense que c'est vraiment indispensable en général de se faire conseiller en fait là-dessus, parce que il y a vraiment une dimension un peu sociale en fait, des groupes sociaux et de diffusion finalement de quelque chose dans un groupe social. Donc il faut pouvoir être
voilà, au fait de ces thématiques-là. Et du coup, de pouvoir imaginer en fait des interventions qui vont aller cibler un certain nombre de choses sur les leviers en fait d'adhésion, d'embarquement en fait des personnes. Donc ça va être d'identifier par exemple des early adopters, d'aller mettre en avant finalement des résultats, hein, des proof of concept ou des résultats notables obtenus par certains, d'aller proposer des ateliers où les gens vont eux-mêmes créer le sens, arrêter de donner du sens, susciter plutôt la création de sens. Faites en sorte que les personnes se disent ah ben tiens mais avec ça qu'est-ce que je pourrais faire, qu'elles purgent tous les mauvais ou tous les ressentiments qu'elles peuvent avoir par rapport à la solution, par rapport au truc, etc. Pour pouvoir ensuite travailler sur qu'est-ce que je pourrais en faire, etc., etc. Il y a beaucoup de thématiques, ça dépend vraiment du cas du client, ça dépend vraiment du type aussi de projet. Mais il y a plein de petites choses à faire qui coûtent vraiment pas grand-chose. Par contre, c'est fin, c'est un peu de la dentelle et ça permet de réussir vos projets. Donc, en somme, c'est de définir une stratégie de propagation de votre innovation, si c'est une innovation. Et qu'est-ce que vous y gagnez ? Vous développez la capacité de change, donc à anticiper, à réagir, à adapter, etc. Voilà, donc 5 leviers, on peut appeler ça comme ça. Équilibrer le système immunitaire, cultiver l'échec, entraîner la créativité. Quand je dis cultiver l'échec, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait, quoi. C'est qu'on habitue les gens à en avoir. Si aujourd'hui on n'habitue pas les personnes à avoir des échecs, il ne faut pas espérer changer. Ou développer la capacité de changement, tout au moins. Entraîner la créativité, ouais, donc important. Apprendre à collaborer, essentiel. Et puis composer une stratégie d'intervention, ça c'est quand même très important. Voilà. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit qu'il y a pour moi différentes thématiques, hein. Il y a le sujet de libération qui est vraiment très important, les 2 premiers notamment vont l'adresser. Il y a la question de façonner, comment je vais façonner en fait le futur grâce au projet, grâce à la solution que vous mettez en place avec vos changements. Et ça va être avec la créativité, la collaboration, etc. Et puis il y a la question de propagation qui est indispensable. Voilà. On est arrivé au terme. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des questions que cela a évoqué chez vous ou fait émerger chez vous? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? C'est le moment de partager cela avec nous. On a plusieurs fois eu quelques bonnes questions sur ce webinaire qu'on donne de temps en temps, avec une représentativité finalement un peu des entreprises aujourd'hui, des entreprises qui sont très avancées. J'ai fait notamment un webinaire il n'y a pas très longtemps avec Schneider Electric et Air Liquide, qui ont eux mis en place une capacité à changer qui est vraiment très puissante avec des communautés d'experts, des pratiques d'intelligence collective et donc de collaboration, etc., qui sont très très abouties. Et puis à contrario, on a des équipes qui sont très encore dans un mode organisation très hiérarchique et donc le changement difficile, etc. Souvent des environnements qui peuvent être assez contrôlés d'ailleurs, soit par un régulateur, soit par des questions de sécurité par rapport aux produits, aux services qui sont mis en place. Et donc avec du coup une maturité qui est vraiment très hétérogène en fonction des entreprises. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a pas spécialement de remarques, pas spécialement de questions. Je vais donc vous souhaiter une bonne fin d'année. Vous inviter juste après la fin du webinaire à remplir le petit questionnaire pour vous dire si ça vous a plu, pas plu. Et puis ensuite, écoutez, à vous donner rendez-vous l'année prochaine pour nos prochaines interventions, puisqu'on va s'arrêter à partir de maintenant pour préparer la fin d'année et le début d'année prochaine surtout.
Voilà, David nous dit dans le chat, retravailler, échanger en équipe sur le partage des valeurs. Oui, tout à fait, sur ce qui fait sens dans notre travail. Absolument, ouais, ouais. La question des valeurs, c'est la question des cultures, hein. Moi, j'aime pas tellement le mot valeur, je parle beaucoup de richesse, en fait, parce qu'on cultive une richesse, c'est un peu la fable de La Fontaine que vous connaissez. Mais on cultive du coup une richesse, et dans la mesure où tout le monde est orienté sur cultiver la même richesse, et la richesse, ça peut être la bienveillance, ça peut être le partage, ça peut être l'humour, ça peut être voilà, plein de choses, hein. C'est pas uniquement la richesse pécuniaire. Et évidemment, ça libère, ça met en autonomie, ça donne de la puissance à l'équipe, hein, aux équipes. On peut parler au pluriel. Merci David, en tout cas pour tes remarques. Vos remarques, j'ai tendance à tutoyer très vite, moi. Mais voilà, vous avez avec le petit hashtag, si vous voulez, le petit hashtag, le petit QR code, excusez-moi, la possibilité de nous suivre. Voilà, vous avez les petits boutons en bas pour nous suivre sur LinkedIn et participer éventuellement à notre prochaine masterclass. Et puis voilà, juste après la clôture du webinaire, la petite enquête de satisfaction. Merci à tous de vous être rendus disponibles aujourd'hui et à l'année prochaine.